Bonjour et bienvenue au Rendez-vous Biblio. Aujourd'hui, on parle camping avec Marie-France Bornet, une experte en la matière qui a écrit plusieurs livres sur le sujet. Que vous soyez des campeurs chevronnés ou des néophytes comme moi, ces livres pratiques sauront non seulement vous préparer à affronter virtuellement n'importe quelle situation, mais aussi vous donner le goût de partir à l'aventure. Marie-France, merci de vous joindre à nous. Bonjour Nadine, ça me fait plaisir de faire ta connaissance, votre connaissance. Pareillement. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous êtes partie en camping? Bien, en fait, moi, je fais du camping depuis que je suis bébé. Puis, je sais que même bébé en couche, on allait faire du camping. Donc, ça remonte quand même à loin. Mais je pourrais vous dire que j'ai des souvenirs encore très vivants de mes voyages dans ma jeunesse. On voyageait beaucoup dans ma famille, puis en camping. Puis, ma famille mon père surtout était grand fan des parcs nationaux canadiens puis américains. Fait que j'ai grandi un peu en voyageant dans des parcs nationaux, en allant camper au parc de la Mauricie, en allant camper en Gaspésie, dans l'Ouest américain, un peu partout comme ça. Fait que c'est des expériences qui sont très ancrées dans mon patrimoine, si on veut, je dirais pas dans ma génétique, là, mais tu sais, quand même dans ma culture personnelle, si on veut. Fait que c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, puis que j'ai continué à faire après, en l'adaptant avec les défis qui se présentaient à moi, mais que j'ai repris depuis plusieurs années, là, plus passionnément, là. Quand est-ce que vous avez réalisé que c'était une passion pour vous, le camping? Je pense que je l'ai toujours su. Parce que moi, ce que j'aime en camping, c'est la connexion avec la nature. C'est le fait d'être toujours tes sens en alerte pour voir, pour être toujours sur le mode un peu découverte. Moi, je suis une curieuse de nature, puis j'aime ça découvrir des paysages, voir qu'est-ce qu'il y a comme animaux dans un tel endroit, ou bien culturellement, qu'est-ce qui se passe dans tel endroit, à quoi ça ressemble, des fossiles, à quoi ça ressemble des roches, l'ornithologie, tout ça, tu sais, ça fait tous des éléments qui vont faire en sorte que ton voyage va être enrichissant. Puis l'expérience de camping fait que tu es plus à proximité de ces choses-là, parce que souvent, justement, dans les parcs nationaux, ton option, c'est d'aller en camping pour pouvoir être au plus près de ces expériences-là. C'est sûr que c'est extrêmement formateur pour un jeune, là. Puis c'est des expériences qui vont vous rester toute votre vie, là. Ça part jamais après. Fait que c'est une passion que si on la développe jeune, puis qu'on tombe vraiment dans la potion magique, comme on dit, on la garde vivante, puis on la transmet aussi aux générations subséquentes. Puis à nos amis aussi. Ouais. Et c'est ce que vous faites en quelque sorte avec les livres que vous avez publiés sur le camping? Je pense que oui. Je pense que c'est un outil de transmission, justement, des meilleurs endroits, des choses les plus intéressantes à découvrir, des expériences fascinantes à faire. Puis, je pense aussi que quelques-unes des connaissances que j'ai acquises au fil des années, qui sont issues de problèmes et de mes aventures en toutes sortes, je pense que ça valait la peine de partager ce savoir-là pour faciliter l'expérience des autres, justement, puis leur empêcher de vivre toutes sortes de mésaventures plates qui me sont arrivées moi, là, mais qu'eux aussi vont en connaître inévitablement, mais enfin, je vais peut-être les aider un peu, là. C'est ça, peut-être moins après avoir lu vos livres. Ah, mais c'est toujours de l'inconnu en camping, hein, c'est rempli de surprises. Marie-France, vous êtes journaliste de formation et vous écrivez régulièrement pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. En fait, vous faites ça depuis très longtemps. Mais c'est en 2016 que vous avez publié votre premier livre sur le camping, Escapade américaine. Vous avez parcouru plus de 20 000 kilomètres sur les routes du Vermont, du New Hampshire et d'Upstate New York. Qu'est-ce qui vous a donné envie de partager vos connaissances et vos expériences dans ces 3 États? Moi, ce que je trouvais, Nadine, c'est que souvent, on passe à travers ces États-là en prenant les autoroutes pour aller ailleurs. Mm-hmm. Puis, on ne sait pas tout ce qu'il y a à découvrir dans les petites routes de travers ou dans les petits villages à côté. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources qui nous montraient ce qu'il en était. Puis en voyageant dans les années précédentes, dans ces territoires-là, j'ai découvert la richesse incroyable
du patrimoine là-bas, tant historique que culturel, la beauté des paysages, la grande nature qu'il y avait là-bas, toute la multitude de petites découvertes fascinantes à faire. Puis c'est pas tellement loin de chez nous. C'est assez proche. C'est à proximité, puis c'est méconnu. Ici, vous êtes proche des Adirondacks. C'est une affaire de rien là, d'aller dans les Adirondacks pour les gens qui sont dans le coin de Montréal ou même ici dans le coin de la Chute. Puis pourtant, c'est méconnu. C'est des régions auxquelles les gens ne pensent pas nécessairement. Puis moi, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment sortir des sentiers battus puis aller voir qu'est-ce qu'il en était. J'ai été vraiment bien servie. J'ai découvert des régions vinicoles extraordinaires, comme par exemple les Finger Lakes. Je suis allée me promener un peu partout dans le Vermont, dans les Montagnes Blanches au New Hampshire, où est-ce que tu as des paysages qui sont à couper le souffle. C'est vraiment dépaysant. À peut-être, mettons, 2h30, 3 heures de Montréal, on va dire, tu sais. Donc, puis il y a des occasions de camper qui sont fantastiques aussi dans les state parks américains. Donc, je pense que ça m'a vraiment... ça m'a plu d'aller proposer des escapades qui sont de courte durée. C'est sûr qu'on peut rester plus longtemps aussi, mais des petites choses qu'on peut faire en peu de temps, puis revenir, puis aller chercher un petit plus au niveau de l'expérience, au niveau de la découverte. Tout ce qui était de patrimoine canadien, français ou francophone aussi, je l'ai bien travaillé dans le livre pour voir à quel endroit, comme à Manchester, par exemple, il y avait encore une tradition francophone bien vivante. Oui. Fait que j'ai travaillé cette partie-là aussi. Je me suis bien amusée au niveau gastronomique aussi. Le Vermont, c'est connu pour la bière. Hein? C'est la capitale mondiale de la bière. Donc, je ne me suis pas privée, je peux vous le confirmer. Puis, j'ai fait des vraiment belles expériences, puis des vraiment belles découvertes aussi. Au niveau des paysages, c'est vraiment particulier. Ça change de ce qu'on est habitué de voir ici. Dans quel sens? Dans quel sens? C'est que la topographie n'est pas la même. Entre autres, quand on arrive peut-être plus dans le sud-ouest de l'État de New York, c'est des endroits où il n'y a pas eu de traces de glaciation, si je ne me trompe pas. Okay. Donc, le relief n'est pas le même. Ce qu'on voit, c'est pas la même chose. Je dirais aussi tout ce qui est au bord de la mer. Il y a une petite portion du New Hampshire qui est sur le bord de la mer, qui est magnifique aussi. Où on peut camper? Oui, pas tellement loin. Okay. Hampton Beach, dans ce coin-là, oui, il y a beaucoup de possibilités. Mais je dirais c'est beaucoup le relief montagneux qui est intéressant dans le Vermont, les montagnes vertes, dans les Adirondacks aussi, il y a les hauts sommets. Whiteface Mountain, qui a une route que tu peux te rendre jusqu'au sommet. Si vous ne voulez pas faire de la randonnée pour aller avoir une vue exceptionnelle, on peut faire ça. Le Washington aussi, qui est une espèce d'incontournable, là, si on veut. Là. Donc, il y a beaucoup de ces expériences-là que j'ai décidé de partager dans ce premier livre-là. Ça a été très intéressant à faire, très instructif, puis ça m'a donné le goût d'en faire un autre après. Oui. Justement, parlons-en. C'est l'année suivante, en 2017, que vous avez publié Le Québec en camping. Oui. Et là, on apprend que vous avez parcouru 16 régions du Québec en camping. Je vais en nommer quelques-unes. L'Abitibi-Témiscamingue, les cantons de l'Est, Charlevoix, la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, la Mauricie et le Saguenay. Et dans la première édition, vous partagez plus de 150 terrains à découvrir. Puis en 2021, une nouvelle édition augmentée a paru où vous avez ajouté 40 terrains à parcourir pour un total de 190. Quand est-ce que vous trouvez le temps de parcourir tous ces terrains-là? Il y a des terrains de camping que j'ai visités, puis beaucoup d'attraits aussi incontournables à visiter dans les régions qui sont présentées dans ça, que j'avais déjà visité au fil des années, si on veut, mais que j'ai revu pour les bénéfices du livre. Puis c'est certain que quand on pense faire un ouvrage spécifique sur ça, bien, c'est vraiment un travail. C'est un travail de recherche, c'est un travail de préparation, c'est un travail sur place pour aller faire les visites, aller camper sur place, aller voir les attraits incontournables aussi. Donc, c'est vraiment un travail en tant que tel. Ouais. Un travail en tant que tel. Est-ce que vous trouvez aussi que c'est une façon d'honorer le Québec que de présenter tous ces beaux terrains qu'il y a à découvrir ici? Oui, définitivement. Puis je dirais même que c'est moi, j'appelle ça comme un cri d'amour pour les régions. C'est-à-dire que j'ai beaucoup senti qu'on avait un devoir de solidarité interrégionale à avoir. Comme les gens qui habitent dans les grands centres pourraient faire l'effort d'aller dans les régions
limitrophes ou les régions autour qui sont un petit peu moins connues pour aller apporter un peu de capital, apporter leur support, apporter leur soutien aussi au développement économique de chacune de ces régions-là. Je pense que c'est très important là, d'aller dépenser un petit peu de sous, un peu moyen, beaucoup selon notre budget, mais d'aller supporter ces initiatives-là régionales. Puis, on peut faire des très, très belles découvertes sans aller tellement loin, là. Par exemple, pour quelqu'un qui habite à Montréal. Quelqu'un peut facilement aller en Outaouais, par exemple, aller découvrir les paysages des collines de l'Outaouais, peut aller jusqu'à Fort-Coulonge, peut aller voir qu'est-ce qui se passe dans le coin de Gatineau, la capitale nationale. Quelqu'un peut aller à Montebello, peut aller voir le parc Oméga, peut aller camper à Saint-André-Avelin, qui est proche. Quelqu'un qui est à Montréal peut aller facilement dans les Laurentides, c'est sûr que c'est très connu. Oui. Mais il y a des coins des Laurentides qui sont moins connus, peut-être un petit peu. Puis les Hautes-Laurentides, entre autres choses. Le parc du Mont-Tremblant, avant d'en avoir fait le tour, c'est quand même immense. Dans la Naudière, les montagnes dans la Naudière, dans la partie nord de la Naudière, sont beaucoup moins connues, moins fréquentées. La région des cantons de l'Est qui est à découvrir, je pense à des coins qui sont un petit peu moins connus, comme le parc national du Mont-Mégantic, par exemple, qui est plus proche du Maine, qui est un territoire qui est beaucoup moins fréquenté, beaucoup moins connu, puis qui est absolument extraordinaire au niveau du relief, au niveau de la géographie, là, de ce qu'il y a à présenter. Fait que pas besoin de s'éloigner tant que ça de Montréal là, pour faire des découvertes. Mm-hmm. Puis on n'est pas obligé de partir longtemps non plus. On peut partir quelques jours, on peut partir quelques semaines, mais il y a vraiment beaucoup d'expériences puis d'aventures, puis même, je pourrais dire, des micro-aventures. Qu'est-ce que vous voulez dire par micro-aventure? Micro-aventure, c'est comme une expérience facile, adapté pour tout le monde, on va dire, qui ne te demande pas une force ou une condition physique exceptionnelle, mais qui va te permettre quand même d'aller faire, je ne sais pas moi, une petite randonnée de 3-4 km en famille, mais dans la forêt, ou aller voir des chutes quelque part, ou une micro-aventure, ça peut être la descente de rivière en canot, alors que tu n'as jamais fait ça, nécessairement. Ça peut être aussi aller camper dans un prêt-à-camper ou du glamping, qu'on appelle, pour faire l'expérience de dormir dans un parc national ou un parc provincial ou même un camping régional. Vous en avez ici, là, dans le coin de la Chute, des très, très beaux d'ailleurs, Brownsburg, Chatham. Vous avez des choses qui sont... Le parc national d'Oka, qui n'est pas tellement loin de chez vous, Plaisance aussi, qui n'est pas tellement loin ici de la Chute, là. Le lac Simon, que vous avez aussi. Il y a plein de choses à proximité pour ces petites micro-aventures-là qui sont pas trop épeurantes, si je peux dire. C'est pas monter l'Everest, là. C'est des petites micro-aventures. C'est un avant-goût. Puis là, ça donne peut-être le goût d'en faire un petit peu plus, d'aller un petit peu plus loin, d'explorer quelque chose un petit peu plus en dehors de notre zone de confort. Mais la micro-aventure, moi, je pense que c'est quelque chose de très, très agréable. Ça peut être quelques heures. Puis, ça t'apporte un changement d'air, le sentiment d'avoir fait quelque chose de spécial. Un ressourcement. Un ressourcement aussi, oui. Dans Québec, en camping, à part les terrains de camping à découvrir, quels sont les conseils ou les points que vous couvrez dans ce guide pour aider les lecteurs à planifier leurs vacances? La façon dont j'ai conçu ce livre-là, moi, c'était vraiment de penser en fonction de chacune des régions. Supposons, Nadine, que vous dites, moi, j'aimerais aller au Bas-Saint-Laurent, mais je ne connais pas le Bas-Saint-Laurent. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Où est-ce que je peux m'installer pour camper? Puis qu'est-ce que je peux faire dans les alentours? Est-ce qu'il y a des petites pistes cyclables intéressantes? Est-ce qu'il y a des petits sentiers de randonnée pas pires, intéressants aussi? Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la gastronomie qui pourrait me faire plaisir si on veut se payer la traite? Puis sont comment les campings? Sont organisés comment? Quels services que je retrouve dessus selon mon équipement? Fait que mon livre est vraiment pensé en fonction de ça. Fait que si vous connaissez pas bien une région, bien, ça vous donne des pistes. Puis là, vous pouvez dire, ah, ouais, moi, j'ai vraiment le goût d'aller découvrir
tel attrait, d'aller voir d'aller faire une croisière, par exemple, une croisière aux baleines, mais là, je voudrais m'installer sur tel camping parce qu'il y a une piscine pour les enfants. Je voudrais aller manger dans tel resto parce qu'ils ont telle spécialité ou bien telle microbrasserie. Ça permet vraiment de planifier ton séjour en fonction, votre séjour en fonction de ce que vous voulez vraiment faire puis de vos intérêts. Il y a des gens qui aiment aller en camping parce qu'ils veulent aller faire de la photo animalière. Il y en a qui vont camper parce qu'ils veulent aller jouer au golf. Il y en a qui veulent aller faire du kayak de mer. Il y en a qui veulent faire de la randonnée pédestre. Tu sais, il y a plein d'activités, hein, ça dépend des gens. Bien, moi, c'est plutôt comme leur dire, bien voilà, si vous allez dans tel coin, bien précisément, vous allez avoir telle activité potentielle. J'ai une question qui peut peut-être sembler bête, mais je suis peut-être pas la seule qui se la demande. Aller en camping, ça ne veut pas nécessairement dire se contenter de manger des sandwichs. Vous avez parlé de gastronomie, d'activités. Donc, c'est pas juste faire un feu de camp et rester sur le site. Il y a beaucoup de choses à découvrir lorsqu'on est en camping. En fait, le camping, c'est le mode d'hébergement, si on veut. Donc, au lieu d'aller dans un bed and breakfast, au lieu d'aller dans un hôtel, un motel, on va en camping. Oui, on peut passer du temps sur notre site de camping, puis jamais sortir du terrain de camping, puis faire les activités qu'il y a sur place. Bien, on peut aussi en faire une espèce de camp de base pour aller explorer tout ce qu'il y a à voir dans les alentours, revenir pour se faire le feu de camp le soir, ou bien décider que, bon, aujourd'hui, on entretient le feu de camp, puis on se fait des brochettes sur le feu. Mais il faut être là pendant plusieurs heures là, pour préparer ça. Donc, mais comme ça, oui. C'est ça. Mais sinon, on peut aller aussi faire des découvertes gastronomiques. Quelqu'un qui va en Gaspésie ou sur la Côte-Nord pour les poissons, fruits de mer peut aller chercher ses produits frais. Puis si quelqu'un est gourmet le moindrement, puis sait très bien comment se débrouiller avec la cuisine en camping, peut se faire des repas gastronomiques incroyables en camping. Ben oui. Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience-là? Oui, de faire des... Oui, vraiment. Vraiment. Je me souviens, entre autres, d'avoir fait des pâtes au saumon fumé avec une bonne bouteille de blanc que j'avais réservée pour l'occasion. Oui. On peut se payer la traite en camping. Parfaitement. Il n'y a rien qui vous empêche d'avoir les meilleures bières de microbrasserie dans votre glacière. Il n'y a rien qui vous empêche d'avoir une bouteille de champagne au froid, là. C'est à vous d'adapter... Donc, on peut goûter au luxe même lorsqu'on est dans la forêt. Absolument. Absolument. Puis même, je pense que c'est une bonne idée. Pour peu qu'on sache comment conserver les aliments comme il faut, puis comment bien les préparer aussi sur place, je pense que ça peut juste comme rehausser encore plus l'expérience de dire, bon, ben on va en camping, mais on fait quelque chose de vraiment spécial. On va en parler tantôt de la planification du séjour, mais j'ai une question sur ce guide-ci à propos des régions au Québec. Est-ce que vous avez une région chouchou? Ah, ça, c'est une question pas fine à me demander. On n'est pas obligé d'y répondre. Parce que j'aime toutes les régions, parce que chacune a sa propre signature, si on veut. T'sais. Donc, je peux aimer l'Abitibi pour telle chose en particulier. Je peux aimer Charlevoix pour la luminosité extraordinaire, pour la photo de paysage. Je peux aimer la Côte-Nord pour le dépaysement, le Saguenay pour autre chose. C'est chaque région a sa propre vibe, je dirais peut-être. Sa signature. Oui, sa signature. Puis c'est selon ce que j'ai envie de faire que là, je vais aller retrouver ça. J'ai modifié ma question dans ce cas-là. Pour un campeur débutant, est-ce qu'il y a une région qui est plus facile à explorer qu'une autre? Toutes les régions peuvent être faciles à explorer. Ça dépend de chacun de mettre son degré de difficulté, si on veut. Quelqu'un qui veut aller camper dans un prêt-à-camper va faciliter son expérience, puis il peut faire ça dans chacune des régions. Quelqu'un qui veut faire une expédition de 10 jours, 15 jours en pleine forêt avec son sac à dos, tout son équipement, peut le faire aussi dans presque toutes les régions, à mon avis. Tu sais, c'est vraiment à chacun de choisir le niveau de difficulté en fonction de ses connaissances, de son expérience, puis de son degré de son aventuromètre, si on veut, là, sa tolérance au risque, puis à l'inconfort aussi. Et je pense que vraiment, dans chacune des régions, il y a des possibilités. Il n'y a pas de région facile ou difficile, en fait. C'est vraiment parce qu'il y a des campings qui sont accessibles
quand je veux dire accessible, c'est facile d'accès avec sa voiture, que ça ne demande pas une expédition particulière. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire, là, facilement. OK. Facilement. OK. Après avoir publié Le Québec en camping, c'est vers le Nouveau-Brunswick que vous avez porté votre attention. En 2019, vous avez publié justement Le Nouveau-Brunswick en camping. Et je cite, vous avez parcouru la province de long en large et dans tous ses raccoins. Et vous proposez 6 régions touristiques à découvrir. Quelles sont-elles et en recommandez-vous certaines en particulier pour ceux d'entre nous qui ne sont jamais allés au Nouveau-Brunswick? Le Nouveau-Brunswick, je pense que c'est une province qui est méconnue puis qui gagne à être découverte parce qu'on entend souvent parler de la région des plages du Nouveau-Brunswick. Les gens vont penser automatiquement peut-être aux plages de Shediac ou peut-être le parc national Couchibougouac qui est sur le littoral. Mais les gens pensent moins peut-être à aller explorer dans le coin de la baie de Fundy, un peu moins d'aller explorer dans le coin d'Edmundston, un peu moins du côté de la rivière Miramichi, un peu moins du côté de la Restigouche qui est un paradis de pêche au saumon aussi, puis de plein air. Les gens vont moins penser d'aller voir ce qui se passe au niveau culturel puis historique au niveau de la capitale Fredericton aussi. Donc, c'est une région où souvent les gens vont avoir d'après mon analyse puis d'après ce que j'en comprends, les gens vont avoir une conception assez vague de la province si on sort des grandes destinations connues. Puis moi, pour l'avoir parcouru de long en large, vraiment, je peux dire qu'il y a des surprises un peu partout, des surprises extraordinaires au niveau de la culture, entre autres choses. Les francophones du Nouveau-Brunswick font bien vivre la culture acadienne, puis on peut vraiment bien la découvrir sur place là-bas. Mais il y a aussi des épisodes historiques comme la période des loyalistes, par exemple, qu'on peut découvrir dans le coin de St. Andrews. On peut découvrir comme beaucoup de choses comme ça qui sont peut-être a priori, on connaîtrait moins ça, comme je pense à des coins comme il y a entre Fredericton puis Miramichi, il y a une route, puis il y a des petites villes comme Blackville, puis il y a un musée du bûcheron là-bas parce que les gens faisaient l'exploitation forestière. On peut vraiment se plonger dans cet univers-là qui est très riche, mais auquel on ne penserait pas nécessairement. Ça ne veut pas dire qu'on va passer 3 semaines là, mais ça veut dire que c'est un enrichissement de partir à la découverte de ça. Puis, moi, ce que j'en retiens, c'est vraiment que c'est une province avec des découvertes à faire. Puis, les campings sont beaux. Les gens sont très accueillants aussi au Nouveau-Brunswick. Puis, il y a des régions qui sont plus francophones que d'autres, fait que ça peut être bien aussi pour des gens qui ne sont pas bilingues. Mm-hmm. Ouais. Puis, au niveau de la gastronomie, bien, le littoral, je vous le cache pas, hein? Poissons, fruits de mer le long du littoral, puis du côté de la baie de Fundy aussi, c'est quand même assez exceptionnel. Oui. Votre guide présente aussi un top 10 des bains forestiers, un top 15 des attraits à visiter absolument, un top 10 de glamping, oui, les top microbrasseries, vignobles et distilleries et les plus belles plages de la province. Donc, vous faites vraiment le tour. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un bain forestier et qu'est-ce que le glamping? Parce que vous l'avez mentionné tantôt, le glamping, oui. Mais pour des gens qui n'ont jamais entendu ces termes-là, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais commencer par le glamping. Le glamping, c'est une contraction de 2 mots, glamour, camping. Oui. Ça veut dire le camping chic, si on veut. Puis c'est un terme qui a été un peu mis de l'avant au cours des dernières années quand on a commencé à avoir davantage le prêt à camper. Le prêt à camper, c'est comme une installation qui est semi-permanente ou permanente qui vous permet d'aller dans un parc national ou sur un terrain de camping en n'ayant pas votre propre équipement. OK. C'est comme, mettons, une tente prospecteur comme autrefois avec une plateforme en bois puis des murs en toile, par exemple, où on va retrouver des lits sommaires, une table avec des chaises, puis un minimum d'équipement, là, disons, pour s'organiser. Fait que ça permet d'aller séjourner dans ces endroits-là, mais sans avoir à acheter son mode d'hébergement, si on veut, sans avoir besoin d'avoir une roulotte ou une tente roulotte ou une tente, quelque chose du genre. Parce que c'est un investissement. C'est ça. Oui. Donc, ça permet d'avoir un minimum de confort quand même.
puis d'avoir un minimum d'équipement à apporter. On peut apporter, souvent la vaisselle est fournie, par exemple, mais il faut apporter sa propre literie. Donc, les oreillers, les sacs de couchage, on apporte sa nourriture, c'est certain, mais des fois, il y a même des barbecues de fournis. Ah! Fait que ça permet de un peu couper la poire en deux, si on veut, avoir un minimum d'équipement, puis profiter un maximum de l'expérience. OK. Le glamping, ça prend différentes formes, puis il y a même de l'hébergement insolite un peu partout. Il y a des tentes bulles, il y a des cabanes dans les arbres où on peut séjourner, il y a des tipis où on peut dormir. C'est vraiment à l'infini, là. Des micro-chalets aussi qui sont équipés sommairement. Il y en a qui sont complètement vitrés avec une vue incroyable. Donc, c'est une bonne option pour quelqu'un qui n'a pas l'équipement pour aller en camping, mais qui aimerait s'essayer. Oui, effectivement. Ou quelqu'un qui veut initier les enfants, par exemple, puis qui ne sait pas comment les enfants vont réagir. Est-ce que les enfants vont apprécier être dans la forêt? Est-ce qu'ils vont aimer ça jouer dehors? Est-ce qu'ils vont être capables de gérer les bébites un peu? Ou est-ce qu'ils vont avoir peur dans le noirceur? Ou bien comment tout ça, comment l'écosystème familial va s'organiser, si on veut? Là? Bien, c'est une bonne façon de s'initier pour pas trop cher, parce qu'on n'a pas à investir pour tout l'équipement. Et est-ce qu'on offre ça aussi au Québec? Il y en a partout, dans toutes les régions du Québec. OK. Oui. Parlons maintenant des bains forestiers. Les bains forestiers. Ça, c'est quelque chose, un concept que je trouve, on va en entendre de plus en plus parler. En fait, c'est des recherches qui ont été effectuées par des scientifiques qui démontrent les effets positifs de la nature sur le corps humain, sur la pression artérielle, entre autres choses. Moi, je ne peux pas m'avancer sur les choses médicales parce que c'est pas mon domaine, mais il y a des recherches qui ont été effectuées sur justement l'amélioration du bien-être en général, puis l'état de santé en séjournant dans la forêt. Au Japon, il y a un terme pour ça, ça s'appelle le Shinrin-yoku. OK. Puis il y a vraiment des recherches spécifiques qui ont été faites pour ça. Puis là-bas, c'est vraiment reconnu socialement comme un élément de convalescence, si on veut, ou de bien-être aussi important. L'idée, en généralisant, on va dire, c'est que on va dans la forêt ou dans la nature, puis on se laisse imprégner par toute l'ambiance, par nos 5 sens. OK. Donc, la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe, le goût, pour le plus possible s'imprégner de l'ambiance de la forêt. C'est très apaisant comme expérience. On peut l'essayer pendant 2-3 heures, puis voir déjà la différence. Puis même après avoir passé une semaine en camping, on voit que le rythme, le cycle de sommeil est en train de s'améliorer, va se moduler tranquillement, pas vite, pour s'adapter plus. Ouais. Wow! Oui, fait qu'il y a vraiment un effet très apaisant pour les bains de forêt. Oui, fait que la marche en nature, dormir en nature, c'est une expérience, dormir en nature, là. Puis c'est une expérience sensorielle aussi puissante, là. Donc, moi, j'en vois juste des bénéfices, vraiment, là. Je pense qu'on va en entendre beaucoup parler. Il va y avoir des choses nouvelles qui vont sûrement émerger de ça. Oui, puis ici, on est complètement choyés, au Québec puis au Canada en général, même en Amérique du Nord aussi, là. Ouais. Avez-vous remarqué des différences importantes entre le camping au Québec et le camping au Nouveau-Brunswick? À la base, la structure d'un camping, c'est toujours un peu la même chose, hein? C'est un site où est-ce qu'on s'installe avec des services. Moi, je dirais que ça se ressemble pas mal. Ce qui fait la différence, c'est l'endroit où on se trouve. OK. Parce qu'on peut être sur le bord de la mer, on peut être sur le bord de la mer aussi au Québec, mais c'est pas c'est pas le même paysage. Si on est dans la baie de Fundy, c'est les plus grandes marées du monde. C'est sûr qu'on n'a pas ça ici. Je dirais au niveau de la logistique comme telle du camping, ça se ressemble pas mal d'un endroit à l'autre, peu importe où on va, parce qu'on a les mêmes installations à faire. Mais la différence, je dirais, c'est quand même... on est dans une autre province avec d'autres habitudes de vie, d'autres façons de faire les choses, peut-être un peu, avec un dépaysement au niveau des... l'alimentation, il y a des spécialités là-bas qu'on ne trouve pas ici, qui sont plus de là-bas. Les bières de microbrasserie sont locales. Tout ce qui est local, en fait, va faire la différence. Okay. Là. En termes de réglementation, c'est pas mal la même chose? C'est pas mal standard, ça, un peu partout. OK. Ouais.
Et le camping au Canada par rapport au camping aux États-Unis? Ça aussi, Ça c'est aussi? comme la structure comme telle est organisée peut-être un peu différemment parce que c'est des parcs nationaux américains versus les parcs nationaux canadiens. Mais pour un campeur, aller dans un parc national comme tel, qui est habitué dans les parcs nationaux, non, je dirais que c'est assez similaire, là. OK. Ouais. C'est bon à savoir parce que quelqu'un qui a déjà fait du camping ici n'a pas à être intimidé par le camping ailleurs, vu que c'est pas mal la même chose. Donc, une fois qu'on a les connaissances essentielles, on peut se débrouiller un peu partout. Oui, c'est exactement ça. Le point, c'est d'avoir les connaissances essentielles qu'on peut appliquer après ça à différents endroits. C'est ça la beauté de la chose aussi, c'est que ça permet de voyager un peu partout en traînant sa petite maison avec soi, si on veut, là, ou son équipement. Puis là, de partir à la découverte de région en région. Ouais. Puis je dirais, plus on est habitué d'avoir fait des petits pas de bébé là, au début, là, plus on a pris confiance en nous, plus on a le goût d'aller un petit peu plus loin, et de découvrir un petit peu autre chose, de s'aventurer en dehors des frontières connues ou en dehors de ce qu'on sait. C'est là où on a le plus d'enrichissement, en fait. Parce que là, c'est vraiment l'aventure, là. On a parlé des connaissances générales il y a quelques secondes. Votre livre, le tout dernier, Camping 101, c'est une bible pour toute personne qui cherche à en apprendre plus sur le camping. Je pense qu'il n'y a pas un détail que vous avez omis dans ce livre-là. Donc, pour quelqu'un qui cherche à connaître les bases du camping, c'est la lecture qu'il faut faire. Vous commencez votre livre en disant qu'il y a 1001 raisons de camper. Je ne vais pas vous demander de nommer 1001 raisons, mais donnez-en nous peut-être 2 ou 3. Comme on se disait tantôt, Nadine, camper, c'est le retour à la nature, hein? C'est décrocher un petit peu du mode de vie urbain pour aller ralentir le rythme, pour aller plus se connecter à la nature, plus vraiment ralentir la cadence. Peut-être aussi faire une déconnexion de la technologie, un peu mettre le téléphone cellulaire à off pendant un temps, les jeux vidéo, fermer ça pendant un bout de temps, puis refaire les choses avec lenteur, avec conscience aussi. Puis ça nous permet de peut-être reconnecter avec les autres puis avec soi aussi. Prendre un temps d'introspection dans la nature, ça fait beaucoup de bien aussi. Fait que, je dirais, les 1001 raisons d'aller camper, bien, tu sais, au fil de notre conversation, j'ai expliqué plusieurs choses, hein. On peut aller camper parce qu'on veut faire du vélo. On peut aller faire du canot, on peut aller faire du kayak, on peut aller faire... Il y en a qui vont aussi faire des festivals. Bien, on en a eu un petit peu moins à cause de la pandémie, mais il y en a qui aiment beaucoup ça, aller dans des festivals, faire la danse country, par exemple. Il y en a qui font ça beaucoup, qui suivent ça avec assidûment. Il y en a qui vont vouloir aller camper juste pour décrocher complètement, puis dire, bon, là, j'oublie le travail, j'oublie les tracas, là, on s'en va se reposer, on s'en va bien manger dehors, se faire un feu de camp, jouer de la guitare sur le bord d'un feu, décrocher complètement, aller marcher sur le bord de l'eau. Fait qu'il y a autant de raisons qu'il y a de personnes, mais je dirais, principalement, peut-être, c'est le décrochage du mode de vie, puis aussi se défaire un peu de la pression de la vie urbaine, du trafic, de toujours aller vite, de toujours être performant, de toujours être avec des demandes là, sans cesse. Là. Peut-être le camping permet ça parce que c'est un mode de vie plus lent, le camping. Fait que ça permet un peu de se poser puis de ralentir. Oui. Ouais. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préparer, même si la cadence est plus lente. Pour faire du camping, il faut s'équiper, il faut se préparer. Et je le répète, votre livre ne néglige aucun détail. On peut pas tout couvrir ici, évidemment, mais quels sont les incontournables de base dont toute personne devrait être au courant pour aller faire du camping ou pour se préparer à aller en camping? Je pense que le premier élément, c'est justement savoir que la préparation, c'est la clé du succès. Plus on est préparé, plus on sait à quoi s'attendre, plus on a l'équipement qui est approprié, puis plus on sait comment s'en servir, plus grandes sont nos chances de réussite puis d'apprécier l'expérience. Si une personne, au contraire, part un peu de façon improvisée, en n'ayant pas le bon équipement, en sachant plus ou moins comment s'organiser puis quoi faire, puis en n'ayant jamais eu l'expérience de dormir en pleine forêt, en pleine nature,
sans tenir compte des prévisions météo ou de la saison des bébites, des insectes piqueurs, ça se peut que l'expérience ne soit pas la même. Donc, plus on est préparé, plus on sait à quoi s'attendre, plus on est réaliste par rapport à l'expérience, plus on peut, disons, se risquer, puis même si on n'a pas beaucoup d'expérience, considérant qu'on s'est bien préparé et on sait plus à quoi s'attendre, les chances d'avoir une expérience positive sont vraiment, vraiment améliorées, là. C'est vraiment... Je pense que l'élément clé, c'est la préparation, puis de s'enlever de l'idée que c'est simple, que ça ne prend pas de connaissances, que ça ne prend pas d'équipement, parce que je pense que c'est le plus grand piège. Oui. J'avais eu une idée tantôt, une pensée plutôt, par rapport aux personnes qui sont peut-être déjà allées en camping et qui n'ont pas apprécié l'expérience. Il se peut que, dans le fond, elles auraient aimé l'expérience si elles auraient été préparées pour le camping. Je suis absolument d'accord. Je suis absolument d'accord. Parce que, par exemple, une personne qui a oublié du matériel important, qui a pensé d'apporter, on va dire, on va caricaturer, là, mais qui a une tente, qui a apporté un sac de couchage, mais qui a oublié une lampe frontale, qui a oublié un matelas de sol, qui a oublié une glacière ou une cruche pour transporter l'eau. Il y a toujours un petit quelque chose qui va manquer, puis là, ultimement, ça va compliquer l'aventure. C'est ça. Ça va compliquer l'aventure. Ou une personne qui va avoir une tente neuve, mais qui n'a pas pris la peine de la monter puis de la tester dans sa cour ou dans un parc ou chez un voisin avant de partir, puis qui arrive, puis il fait déjà noir, puis que là, il ne sait pas quoi faire avec les morceaux, il ne sait pas comment la monter, parce qu'il y a des tentes qui sont faciles à monter, mais il y en a d'autres qui sont un petit peu plus compliquées. Va peut-être apprécier moins, ou bien s'il l'installe, mais qu'il ne va pas tendre les cordages comme il faut, puis qu'il survient du mauvais temps durant la nuit, ça se peut que la tente arrache ou écrase, là. Ouais. Donc, ça, c'est pas la faute du camping. C'est pas la faute ni du camping, ni du matériel, c'est la faute ultimement du campeur. Donc, il y a beaucoup de responsabilités sur les épaules du campeur. Puis, en nature, ça, c'est une règle d'or. On est supposé d'être responsable de ses actions. On est supposé d'avoir l'équipement approprié, de savoir s'en servir, d'agir de façon responsable, de façon à protéger sa propre sécurité puis celle des autres. Donc, le campeur a vraiment une responsabilité, là. Okay. Puis je dirais même au-delà de ça, il y a une éco-responsabilité. Parce qu'on parle beaucoup de responsabilité par rapport à l'écologie maintenant, mais on ne campe pas n'importe où, n'importe quand. On ne fait pas un feu de camp n'importe où, n'importe quand non plus. Il y a des principes à respecter, il y a des façons de faire qui font en sorte qu'on va camper sans laisser ses traces, sans laisser ses déchets. Donc, plus on est informé, plus on sait quoi faire, plus l'expérience va s'avérer positive, puis ultimement fantastique, là. Oui. De là, l'utilité de votre livre. Je pense que la clé, c'est vraiment la préparation. Oui. C'est même, je dirais, une des clés les plus importantes. La préparation, la planification, savoir d'avance où on va pour surveiller la météo. Est-ce qu'on est en saison des insectes piqueurs? Est-ce qu'on a de la disponibilité pour le camping? À quoi il faut s'attendre au niveau de la présence des animaux sauvages? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'on a besoin d'un sac de couchage pour 5 degrés, 10 degrés au niveau durant la nuit? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour cuisiner? Si on ne sait pas trop comment cuisiner sur un feu de camp ou s'il pleut, on va faire comment? Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour conserver nos aliments? Parce que c'est pas une bonne idée de faire une intoxication alimentaire en camping. Mais c'est ça. Ouais. Donc, plus on pense à notre affaire, plus on est informé, puis mieux on est informé, plus on va savoir à quoi s'attendre, puis on va probablement avoir une expérience qui va être très positive, en fait, là. Si on est bien préparé, oui. C'est ça, mais c'est la loi de Murphy, hein? Oui. Il faut qu'on ait oublié quelque chose, c'est là qu'on va en avoir besoin, là. Vous avez mentionné les saisons tantôt. On peut faire du camping à l'année longue, mais chaque saison a ses particularités. Pouvez-vous faire un survol rapide de celle-ci? Oui. D'abord, pour les néophytes, là, les gens qui ne sont pas tellement habitués, j'enlèverais la saison hivernale. OK. À part pour le prêt à camper dans des hébergements qui sont déjà chauffés.
parce que ça demande une logistique, ça demande de l'équipement particulier, puis une préparation qui est encore au-delà de la préparation normale. Fait que disons que oui, on peut le faire 4 saisons, mais je mets un bémol là-dessus, parce qu'au Québec, il fait froid, puis ça demande encore plus, vous en doutez, des connaissances puis des compétences. On fait pas n'importe quoi, là. Camper à moins 30, c'est pas la première aventure que je recommanderais, là. Puis même moi, c'est pas ce que je préconise non plus, là. Par contre, en début de saison, comme en ce moment, on a plus de flexibilité parce que les campings sont pas encore remplis. Donc, on peut être un petit peu plus à l'improviste pour nos choix de destination sans que ça soit nécessaire de réserver des longs mois à l'avance. Au début puis à la fin de la saison, c'est possible de faire un petit peu comme, je dirais, peut-être des road trips improvisés ou des sorties improvisées en ayant des bonnes chances de trouver des emplacements disponibles. Mais plus on avance dans la saison, plus il faut avoir prévu d'avance où on va aller, il faut avoir réservé, il faut avoir vraiment pensé à son affaire parce qu'il y a une très, très forte demande. C'est peut-être ça la chose la plus importante pour l'été, c'est la demande très forte sur les terrains de camping. Fait que c'est illusoire de s'imaginer qu'on peut partir à la dernière minute puis s'en aller dans une destination puis trouver des emplacements parce que ces emplacements-là sont déjà réservés depuis plusieurs mois. Et vous dites aussi que cet achalandage a été accentué par la pandémie aussi parce qu'il y a plus de campeurs, donc plus de réservations, moins de chances de trouver un terrain à la dernière minute. C'est ça. Puis il y en a des fois qui s'imaginent qu'on peut... ce qu'on appelle le boondocking, c'est s'installer dans un endroit qui n'est pas prévu pour faire du camping, si on veut. Mais les municipalités, avec ce qui s'est passé pendant la pandémie, avec les abus qu'on a vus, ont réglementé. Donc, cette pratique-là est de plus en plus supervisée et de plus en plus réglementée. Fait que c'est encore là pas tellement une option que je préconise, là. À moins d'être complètement autonome avec son VR, puis d'être capable d'aller un peu n'importe où, puis se stationner un peu n'importe où. Mais je recommande aux gens d'être prudents par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réglementation maintenant. Puis c'est pas permis comme ça l'était avant, si on veut. Vous parlez aussi des différences entre les sites avec service et les sites sans service. Je ne savais pas qu'il y avait... que ces deux sortes de sites existaient. Donc, on parle de quoi lorsqu'on parle de sans service et avec service? En général, sur un terrain de camping, il y a 2 types de terrains, de sites où on peut s'installer. C'est selon l'équipement dont on dispose. Les gens, habituellement, qui vont camper avec une tente, n'ont pas besoin d'avoir un robinet d'eau puis une prise de courant parce qu'ils vont se débrouiller autrement. Avec une glacière qui est avec de la glace, mais ils n'ont pas d'équipement à brancher. Ils n'ont pas besoin nécessairement de l'eau courante sur leur site parce qu'il va y avoir des points d'eau à d'autres endroits. Par contre, quelqu'un qui a un VR, un véhicule récréatif ou une roulotte ou une tente roulotte, va vouloir brancher l'électricité pour faire fonctionner les choses à l'intérieur, va vouloir avoir un robinet d'eau pour connecter son tuyau, pour avoir l'eau courante à l'intérieur aussi, puis parfois aussi un service d'égout pour vidanger sa salle de bain, dans le fond, ou les eaux grises ou les eaux noires, là, qu'on appelle. Donc, sur un terrain de camping, il y a des sites qui sont prévus plus pour les véhicules récréatifs avec ces services-là, puis d'autres qui sont prévus plus pour le camping rustique, si on veut. Donc, il faut choisir en fonction de l'équipement qu'on a. Il y a des terrains de camping qui sont 100% avec tous ces services-là, les 3 services. Il y en a qui sont 100% rustiques aussi. Donc, c'est important de vérifier avant notre destination, de ne pas s'attendre à ce qu'il y ait de l'électricité partout, par exemple, parce qu'il n'y en a pas nécessairement partout. Ouais. Fait que si on a prévu aller camper puis brancher tout son équipement, puis on n'a pas l'équipement au gaz propane, par exemple, pour compenser le manque d'électricité, ben c'est un problème, là. Un gros problème. Oui, c'est ça. Vous partagez aussi, parmi plusieurs autres choses, 20 pièges à éviter lors du choix d'un site. Pouvez-vous nous en donner 2 ou 3 exemples? Oui, avec grand plaisir. Je pense que quand on choisit un site de camping sur une carte, en réservant à l'avance, par exemple, il faut surveiller attentivement où se trouve l'emplacement par rapport à l'entrée du camping, par rapport au bloc sanitaire où les gens vont aller et venir pour aller à la salle de bain, aller aux douches. Est-ce que c'est un terrain qui est en pente?
Puis si on a un VR avec un terrain qui est en pente, il faut le mettre au niveau comme il faut. Ça peut être un petit peu plus compliqué. OK. Est-ce que le terrain est proche d'un marécage? Ça peut améliorer nos chances de se faire piquer beaucoup par la force des choses. Est-ce que c'est un terrain qui est à l'ombre ou en plein soleil? Peut-être qu'au début de saison, il fait froid, on veut avoir du soleil, mais peut-être qu'à 35 degrés, on aimerait mieux avoir un terrain qui est ombragé. Est-ce qu'on est collé sur notre voisin? Est-ce qu'on est loin de notre voisin? Est-ce qu'on est proche des services? Si on n'a pas de salle de bain, par exemple, parce qu'on est en tente, est-ce qu'on va être pas trop loin à pied de la salle de bain? Ou si on a tout ce qu'il faut dans notre roulotte, on peut être le plus loin possible pour ne pas se faire déranger. Donc, il y a plusieurs petits pièges comme ça là, à surveiller. Puis plus on a l'habitude, plus on les détecte vite. Puis il y a des pièges, des fois, que c'est impossible de savoir avant d'être sur place. Parce que c'est pas nécessairement indiqué sur la carte. Oui. Ouais. Mais... Une petite recherche sur Google Maps, des fois, ça peut aider là aussi. OK. Vous dites également, et je cite, qu'en termes de nourriture, on peut se payer la traite, même en camping. Donnez-nous quelques exemples pour ceux d'entre nous qui pensent que notre choix de nourriture est limité à l'essentiel lorsqu'on part dans la forêt. Moi, je dirais, Nadine, que ça dépend de l'équipement, puis ça dépend des compétences culinaires de chacun. Il y en a qui sont très habiles pour faire des grillades sur le feu de camp, donc ils vont pouvoir apporter leurs choses en sachant qu'ils doivent, par exemple, peut-être congeler certains aliments avant pour les garder à la bonne température. Plus quelqu'un a l'habitude de cuisiner, plus il va savoir quels ingrédients apporter, mais surtout comment les conserver pour qu'ils soient appropriés pour la consommation. Donc, il y a moyen de cuisiner des moules au vin blanc, si on veut. Là. Il y a moyen de cuisiner même de la pizza. Il y a moyen de cuisiner... un steak? Un steak sans problème, mais il faut vraiment comme, faire les menus en fonction de comment on peut conserver les aliments. Est-ce qu'on a une glacière électrique? Est-ce qu'on a un frigo dans la roulotte? Est-ce qu'on est capable d'avoir le 4 degrés Celsius qui est requis pour qu'on puisse conserver les aliments? Ou si on a juste une glacière avec de la glace, puis on sait plus ou moins si on est capable de garder les aliments frais. Moi, je dirais, peut-être avant de s'aventurer là, dans la grande cuisine, là, peut-être de pratiquer à la maison. Ça se fait, là. Ah oui. Avoir un poêle de camping, mettons, puis pratiquer dans ta cour arrière. OK. Comment tu vas faire ton omelette parfaite ou comment tu vas faire pour avoir ton sauté de bœuf à l'orange ou quelque chose comme ça. Bien, de bien le pratiquer à la maison. Puis après ça, c'est ton mode de cuisson, dans le fond, qui change un peu votre mode de cuisson. Mais je pense, habituellement, la clé, c'est pas mal d'avoir des choses simples. Puis une autre petite astuce que je donnerais aussi, c'est la préparation des aliments à l'avance. Ça permet de gagner beaucoup de temps. Supposons, Nadine, que vous apportez un sac de carottes, mais là, il faut les laver, il faut les peler, il faut les éplucher, il faut les couper. Mais là, on n'a pas d'eau courante nécessairement, on n'a pas un évier à côté de nous. Là, ça fait plus de vaisselle aussi? Plus de vaisselle aussi, mais c'est parce que ça prend de l'eau pour rincer puis s'assurer que tout est salubre. Fait que le sac de carottes, Nadine, dans votre cuisine, avant de partir, vous lavez les carottes, vous épluchez les carottes, vous coupez les carottes, vous préparez des petits contenants ou des petits sacs recyclables avec le nécessaire. Puis une fois que vous arrivez sur le terrain de camping, vous avez ce qu'il faut pour faire la préparation que vous souhaitez faire. Il y a beaucoup de choses qui se coupent à l'avance, il y a beaucoup de choses qui se congèlent à l'avance aussi. On peut se congeler des blocs de jus pour garder la température la plus froide possible dans une glacière, par exemple. On peut congeler des petits fruits, fraises, bleuets. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être comme faites à l'avance pour faciliter la préparation des mets en camping. Donc, les mots que je retiens, c'est vraiment planification et préparation. Je penserais oui. Oui. C'est vraiment la clé, là. La clé. Puis je dirais sens de l'humour et optimisme aussi. Ah. Sens de l'humour parce que oui, on va faire face à toutes sortes d'imprévus. Peu importe le degré de préparation, peu importe les connaissances, il y a toujours des mésaventures qui arrivent, puis il y a toujours des imprévus qui arrivent. Puis je pense que ça fait partie de l'aventure aussi. Ça fait des bonnes histoires aussi. Très bonne histoire à raconter.
Puis je pense que la préparation, ça va éviter les mauvaises histoires. Ouais. Il nous reste plus beaucoup de temps, mais j'aimerais vous poser une question que je juge assez importante. Quelles sont les idées fausses les plus courantes sur le camping, selon vous? Le fait que c'est quelque chose qu'on peut faire en toute simplicité et de façon improvisée. Je pense que c'est un concept très erroné qui circule chez les gens qui sont néophytes, qui ne l'ont jamais fait. C'est une activité qui demande une préparation puis qui demande des connaissances. Je pense que ça, c'est un des points importants. Le deuxième, je dirais, peut-être de se documenter le plus possible aussi pour savoir à quoi s'attendre, savoir aussi quel matériel on a besoin, de quelle chose on a besoin, et puis surtout ne pas attendre à la dernière minute. Pour autant l'achat de matériel, autant les réservations, les choix de destination, je pense que ne pas attendre à la dernière minute. OK. Ouais. J'ai une question un peu drôle aussi à vous poser. Oui. Est-ce que les livres que vous avez publiés sont en quelque sorte les livres que vous auriez souhaité avoir lorsque vous partiez en camping il y a plusieurs années? Oui, je les ai faits pour ça, Ouais. justement. Ça m'aurait sauvé énormément de temps, de perte de temps aussi, de mauvaises surprises, de tournage en rond, puis de perte de temps aussi sur Internet à chercher, à n'en plus finir des choses. Où aller, comment faire? Où aller, de quoi ça a l'air, est-ce que je vais aimer ça, est-ce que je ne vais pas aimer ça, est-ce que ça correspond à ce que moi j'aime, ce que moi j'aime peut ne pas être ce que toi tu vas aimer, ou ce que vous allez aimer. Je pense que c'est des outils que j'aurais vraiment aimé avoir, j'aurais vraiment profité plus de mes séjours, j'aurais moins perdu de temps, j'aurais moins perdu d'argent, puis j'aurais moins perdu mon sens de l'humour aussi, même des fois. Je vous ai dit tantôt qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, donc c'est difficile de pouvoir planifier pour quelque chose lorsqu'on ne sait même pas à quoi il faut penser. C'est ça, c'est ça. Mais je pense que c'est comme toute activité qu'on connaît moins. Je pense que le premier pas, c'est de s'informer, puis de voir comment on peut s'y connaître un petit peu plus, comment on peut éviter les pièges, comment on peut faire en sorte que notre première expérience va être positive. Puis va être positive, puis mémorable, mais pour les bonnes raisons, en fait. Ouais, puis qu'on va avoir le goût de continuer après. Oui. Ouais. Marie-France, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir donné un aperçu de votre mine de connaissances dans l'émission. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, peut-être en camping. Ah oui, pourquoi pas? Puis j'invite tout le monde à partir à la découverte de nos belles régions du Québec. Oui. Cet été, profitez-en. C'est magnifique. On a une offre extraordinaire. Profitez-en pour vous ressourcer, pour vous reconnecter, pour avoir du plaisir avec vos proches. Oui. Les livres de Marie-France Bornet sont d'ailleurs disponibles ici à la bibliothèque Jean-Marc Belzile. Vous pouvez venir ici pour les consulter ou les emprunter. Et ils sont également disponibles dans toutes les librairies du Québec ou en ligne. Merci beaucoup et merci d'avoir été avec nous.